Salut, bienvenue pour un nouvel update graphique. Du coup c'est la deuxième partie des livres, des graphiques que j'ai lus sur le week-end ami que j'ai fait au mois de septembre. Et je vous préviens, du coup il risque d'y en avoir pas mal des updates graphiques. À l'heure où sort cet update par exemple, je sais pas si vous avez eu un nouveau vlog d'un week-end à 1000 parce que je vais faire un week-end à 1000 au mois d'octobre aussi. À l'heure où je parle, je l'ai pas encore fait. Mais peut-être qu'à l'heure où sort cette vidéo, je l'ai déjà fait. Donc du coup il y aura encore des updates graphiques pas mal jusqu'à la fin de l'année. Écoutez, c'est comme ça. Bref, du coup, j'ai de nouveau 4 graphiques que vous avez déjà vus dans le vlog du week-end d'Amil du mois de septembre. Et je vais vous les montrer tout de suite. Le premier, c'est Gramercy Park de Timothée de Fombelle et Christian Cailleux. Donc Timothée de Fombelle au texte et Christian Cailleux au dessin. J'ai envie de dire évidemment. Peut-être que Timothée de Fombelle dessine, j'en sais rien d'ailleurs. Bref, je vous montre une planche comme ça. Et comme toujours avec Timothée de Fombelle, c'est difficile de vous résumer le livre et de vous donner envie de le lire sans vous spoiler ce que fait Timothée de Fombelle. Timothée de Fombelle a une écriture vraiment particulière. Il a cette capacité, je crois que je le dis à chaque fois, que ce soit en jeunesse ou ici c'est de l'adulte, à te faire passer un message, te retourner le cerveau parfois, et faire ça vraiment tout en douceur. Genre tu ressors du livre, pour cette BD là en l'occurrence, je suis ressortie en me disant putain, j'ai réussi à oublier que c'était du Timothée de Fombelle, j'ai réussi à oublier qu'il fallait que j'anticipe une chute et un message de fin parce que c'est Timothée de Fombelle. En fait, il t'emporte avec lui, tu te laisses guider par lui, par ses histoires, ses personnages, et à la fin, tu te dis putain, c'est vrai que c'était du Timothée de Fombelle. Donc il y a un message, il y a un twist, il y a un truc parce que c'est Timothée de Fombelle. Il arrive à te faire oublier qui écrit le bouquin et à te le rappeler à la fin. Vraiment, je sais pas comment il fait ça, mais moi, il me retourne le cerveau à chaque fois. J'adore Timothée de Fombelle. Pour vraiment vous résumer, mais le tout début de l'histoire, on y suit une femme qui, elle vit pas dans l'immeuble, elle s'occupe des abeilles. Au-dessus de l'immeuble, il y a des ruches. J'avais perdu le nom. Sur le toit de l'immeuble, et du coup comme elle y va tous les jours, elle voit en face un homme dans son appartement ou dans ses bureaux, elle sait pas trop, elle le voit régulièrement, voilà, elle sait pas trop ce qu'il fait, elle est capable de décrire son emploi du temps, son planning, vraiment, tous les mardis il fait ça, tous les jours à telle heure il fait ça et tout, mais elle sait pas qui il est. Et on suit aussi en parallèle cet homme, du coup, c'est du Timothée de Fombelle, du coup tu peux. Avec Timothée de Fombelle, j'ai pas l'impression que tu puisses réellement deviner les choses tant qu'il a pas décidé que tu pouvais les deviner, tu vois. Tu les devines pas vraiment, tu les apprends quand lui il a décidé. T'as l'impression que tu les devines, mais pas du tout en fait. C'est juste parce que lui il a décidé que tu pouvais les deviner, tu vois. Vraiment, je sais pas comment il arrive à écrire, j'aimerais rencontrer cet homme, j'aimerais lui demander comment son cerveau fonctionne parce que c'est vraiment ouf ce qu'il est capable de faire. Et la fin, mais vraiment la fin, elle est digne de sixième sens, la fin. T'es là, mais comment... En fait, il arrive à te faire douter de toi-même à la fin. À la fin, tu te demandes comment t'as pu ne pas deviner ça. Comment t'as pu ne pas le voir. C'était tellement gros. Comment t'as pu ne pas t'en rendre compte alors que c'était juste sous ton nez. Vraiment, c'est ouf. Je sais pas comment il fait ça, mais j'adore Timothée de Fombelle. Vraiment. Le suivant est aussi écrit par Timothée de Fombelle. Donc c'est Le jour où je serai grande de Timothée de Fombelle et Marie-Liesse. Et en fait, j'ai dit en vlog que je voyais pas vraiment l'intérêt de ce bouquin. Alors ça reste du Timothée de Fombelle. Bon, il y a très peu de texte. En gros, il n'y a qu'une seule phrase écrite à chaque page. Enfin, il y a tout le bouquin, c'est une seule phrase. Bon, c'est une seule phrase de Monsieur Timothée de Fombelle. Vous aurez compris que j'adore Timothée de Fombelle, donc la phrase est vraiment cool. Mais en fait, ce qui me dérange avec le bouquin, c'est que les illustrations ne rendent pas hommage, ne sont pas à la hauteur du texte. Il y a qu'un bout de phrase par page, vraiment. Mais je sais pas, en fait pour moi il y a un décalage entre l'illustration et le message de la phrase et du texte. Et je trouve ça dommage, vraiment je trouve ça dommage. Après, je vois pas non plus vraiment, enfin c'est censé être un livre que tu lis avec les plus petits, enfin vous vous rendez bien compte le format, le texte et tout, c'est pour les plus petits. Mais je suis pas certaine qu'un enfant comprenne réellement ça. Pour moi la phrase,
tu devrais l'appliquer quand t'es enfant, mais tu ne peux réellement la comprendre que quand t'es adulte. Et bah c'est toute la complexité de la plume de Timothée Chalamet. À un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi c'est comme ça. Vraiment, la phrase est magnifique, le message est vraiment beau, mais je suis pas certaine qu'un enfant puisse le comprendre en fait. Et une fois que tu peux comprendre ce message, bah c'est trop tard en fait. Voilà, c'est vraiment la plume de Timothée Chalamet est vraiment magnifique et rien que pour, même si c'est qu'une phrase, rien que pour lui, il faut la lire. Voilà. Le suivant, c'est les grands classiques contes et fables racontés par Stefania Leonardi Hartley. Donc, j'avais déjà lu la mythologie grecque et les contes d'Andersen, il me semble, dans cette collection racontée par la même personne. Donc, c'est les contes et les mythes repris par Stefania Leonardi Hartley, vous aurez compris. Du coup, j'ai déjà cité les histoires qu'il y avait dans le vlog, mais là je vais les citer et je vais dire celles que je préfère, celles que j'aime pas, celles qui m'intéressent pas, mais bon, je les ai quand même toutes lues. Hein. Donc on a La Belle et la Bête, bah, j'en ai parlé dans le top 10 il me semble. La Belle et la Bête c'est pas un... En fait c'est pas un Disney que j'aime parce que j'aime pas ce que Disney a fait de La Belle en particulier. Le conte original je l'aime beaucoup, mais ce qui est le plus connu c'est le Disney, et le Disney est problématique sur beaucoup de choses, vraiment. Et du coup, si je dois regarder un Disney, si je dois relire un conte, bah, je vais pas me tourner vers La Belle et la Bête en priorité, vous voyez. Je vais plutôt lire, je sais pas moi, Clochette par exemple, vous voyez. Voilà, ensuite, bah, en parlant de Clochette, on a Peter Pan. Et alors, Peter Pan, c'est un Disney que je n'ai jamais réussi à regarder. Je l'ai commencé plusieurs fois, mais je n'arrive pas à aller au bout. Ça ne me plaît pas. Vraiment, ça m'agace. C'est un des plus vieux Disney, il me semble, Peter Pan. Et la manière dont c'est fait, en fait, le personnage principal m'agace. J'ai envie de lui coller des baffes. J'arrive pas. J'y arrive pas. Avec Peter Pan, j'adore Clochette. Tous les Disney Clochettes qu'ils ont fait, je les adore. Mais Peter Pan et moi, ça commence. Vraiment, ça commence. Donc voilà. Du coup, je suis pas fan de cette histoire. Bon, je suis contente de l'avoir lu en entier parce que du coup, j'avais jamais vu le Disney en entier. Mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange avec ce personnage-là. Donc voilà, bon après on a Bambi. Bambi en fait, c'est le genre de Disney que j'ai regardé quand j'étais petite, mais que j'ai pas re-regardé adulte. C'est pas le genre d'histoire, ça m'a donné envie de le revoir adulte. Il y en a plein que j'ai revus quand j'étais adulte. Cendrillon je l'ai revu, Blanche-Neige je l'ai revu, La Belle et la Bête malgré tout je l'ai revu, trucs comme ça tu vois. Mais Bambi, je sais pas, vraiment pour moi bébé, enfant, et donc je suis pas attachée à Bambi et j'ai pas envie de le revoir. Mais bon, bah, je l'ai lu comme d'hab. Blanche-Neige et les 7 nains, bon, c'est un classique parmi les classiques, évidemment. Il y a beaucoup de choses qui sont problématiques aussi dans Blanche-Neige, notamment avec Grincheux. Mais c'est un des premiers, si ce n'est le premier Disney. Donc, vu l'année de sortie, on peut pas non plus trop en demander à Blanche-Neige et les 7 nains. Là, je parle évidemment principalement des Disney parce que c'est les histoires avec lesquelles moi j'ai grandi. Mais ici, c'est l'histoire de base qui est racontée. Enfin, encore que la fin... c'est la fin de Disney et pas la fin du conte. Parce que, pour rappel, à la fin du conte Blanche-Neige et les 7 nains, Blanche-Neige se réveille parce qu'on déplace le cercueil en verre et que du coup, le morceau de pomme qu'elle avait de coincé dans sa gorge sort et donc elle se réveille. Il n'est pas question d'un baiser. Hein. À la fin des contes, hors Disney, des vrais contes écrits par les gens de base, tu vois, enfin les auteurs et les autrices initiales, bref, il est rarement question d'un baiser pour réveiller la princesse. Hein. Ça, c'est du Disney pur et dur, hein, vraiment. Bref, ensuite, on a Le Livre de la Jungle. Et Le Livre de la Jungle, il me semble pas avoir vu le Disney. J'ai vu le film, mais pas le Disney. J'aime bien cette histoire, vraiment, j'aime beaucoup cette histoire, Le Livre de la Jungle, voilà. Bon, ensuite, on a Alice au Pays des Merveilles. J'aime pas du tout Alice au Pays des Merveilles. J'adore les films Alice au Pays des Merveilles, mais l'histoire, vraiment le roman jeunesse de Lewis Carroll, j'ai essayé mais j'y arrive pas du tout. C'est complètement perché, j'ai l'impression qu'il faut avoir fumé ou bu quelque chose pour réellement lire ce bouquin parce que franchement j'ai pas aimé du tout. Mais bon, et il est là, voilà. Ensuite on a Les Aventures de Robin des Bois. Ça c'est pareil, c'est une histoire que je connais plus en film avec Russell Crowe, tout ça, qu'en dessin animé. Vraiment je connaissais pas le texte de base, donc bah, du coup j'ai découvert le texte de base ici, enfin à peu près. Ensuite on a Pinocchio. Pinocchio c'est bizarre parce que c'est un film, un Disney et une histoire que j'ai pas beaucoup vue, que j'ai pas beaucoup lue, mais que j'aime beaucoup.
Il me semble que c'est ça, Carlo Collodi de base. J'ai lu Pinocchio de Carlo Collodi. Et l'auteur est violent avec les enfants dans cette histoire, vraiment. Pour le coup, là, je préfère le message de Disney au message de base, parce que le message de base est vraiment très violent, je trouve. Mais voilà, ensuite on a Le Magicien d'Oz. Alors, Le Magicien d'Oz, je ne l'ai jamais vu, jamais lu, du tout. Je ne connais pas cette histoire. Donc là, je l'ai lu, mais voilà, apparemment c'est un livre de L. Frank Baum, mais je connais pas, je connais pas du tout. Voilà, et ensuite on a Les 12 princesses dansantes. Alors là, pareil, c'est un conte des frères Grimm, pas repris par Disney, et donc que je connaissais pas, en fait. Hein, voilà. Et ensuite on a La légende du roi Arthur, qui est un conte traditionnel, il n'y a pas vraiment d'auteur là pour le coup. Mais voilà, j'aime bien Arthur et toutes les légendes qu'il peut y avoir autour. Par contre, ça m'a paru bizarre, mais Arthur et Guenièvre, ils sont vraiment ensemble dans la légende arthurienne. Je sais pas, j'ai pas l'impression que si, c'est vraiment ça le couple. Je sais pas. Peut-être que ma référence est une histoire modifiée, je sais pas, mais pour moi, Guenièvre était avec Lancelot. Ou alors je me trompe? Je sais pas. Bref, en tout cas, je l'ai lu, et les trois que j'avais achetés, c'est celui que j'ai le moins aimé, mais pour les enfants, vraiment, c'est pas mal quand même. Et le dernier pour aujourd'hui, c'est Chaplin en Amérique, donc le tome 1 de Laurent Sexic et David François. Je le dis et je le répète à chaque fois, j'adore Charlie Chaplin. Et ici, en gros, on suit l'arrivée de Chaplin en Amérique. C'est marqué dans le titre, vous me direz. Je vais vous montrer une planche quand même, un petit peu au hasard. Attendez. Voilà, il y a des trucs comme ça. Les dessins sont plutôt cool, vraiment. Voilà, en gros, on suit l'arrivée de Chaplin en Amérique avec son meilleur ami, il me semble. Je sais qu'il a un frère et il en parle d'ailleurs. Et j'étais persuadée qu'il avait été en Amérique avec son frère. Mais en tout cas, ici, c'est pas le cas. Bref, du coup, voilà, il débarque en Amérique, il rêve de devenir acteur. Il veut être un grand acteur, il veut être reconnu en tant qu'acteur. Et donc, il va se débrouiller pour intégrer ce milieu-là. C'est un milieu quand même très fermé. Et vers la fin de ce tome 1, il se dit que peut-être s'il veut participer à des films tels qu'il les imagine, bah, il ferait peut-être mieux de les réaliser. Parce qu'il n'y a personne qui les réalisera. En fait, il n'y a personne qui fait à l'époque ce que lui veut faire, ce que lui veut faire passer comme message. Et puis, il y a aussi toute une notion, ça je l'avais vu dans sa biographie, parce que j'ai lu une autobiographie de Chaplin quand j'étais plus jeune, bref. Il y a la question de il est anglais. Alors là, franchement, il y a beaucoup de gens, à chaque fois que je leur dis, enfin ça m'arrive rarement, mais la plupart du temps, quand on dit que Chaplin est anglais, les gens te disent non, il est américain. Non, il n'a jamais eu la nationalité américaine. Les Américains n'ont jamais voulu lui donner la nationalité américaine. D'ailleurs, vraiment, il s'est battu pour l'avoir et il l'a jamais obtenu. Il est anglais. Bref, du coup, il est anglais. Et il est aux États-Unis à l'époque de la guerre, et donc il est appelé sous les drapeaux anglais, il est appelé à se battre pour l'Angleterre, mais comme il est aux États-Unis, ben, il ne rentre pas et il ne se bat pas, et ça a été quand même mal vu à l'époque, et il dit qu'il participe à la guerre avec son art, avec ses films. Il fait notamment le film Le Dictateur, il me semble qu'il s'appelle, le titre du film, il me semble que c'est Le Dictateur, c'est quand même pas rien, tu vois. Bref, il dit que sa participation à la guerre, c'est de faire rire les soldats, de les divertir. Vraiment, bon, évidemment, c'est mal vu quand même, mais voilà. Donc là, à la fin de ce tome 1, j'ai acheté le tome 2 et je vais le lire dans pas très longtemps, normalement. Il commence à réfléchir au fait que s'il veut participer à des films qui transmettent les messages qu'il a envie de transmettre, bah, il doit les réaliser. Il commence à réaliser ça dans sa tête à la fin de ce tome 1. Et voilà, on va suivre ça. Après, je vous avoue, je suis pas hyper fan des dessins et de la manière dont Chaplin, notamment, et les personnages de manière générale, sont représentés. Mais j'aime vraiment beaucoup Charlie Chaplin. Donc j'ai acheté le tome 2 déjà et je vais le lire, évidemment. Normalement, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces 4 graphiques-là. J'espère que c'est le cas parce que de toute manière, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.